Par ici. Attention, attention. Le 28 juin 1914, l'assassinat de l'archiduc austro-hongrois François Ferdinand, successeur de l'empereur François-Joseph, par un nationaliste serbe, va changer le cours de l'histoire et plonger l'Europe et une partie du monde dans les horreurs d'une guerre longue et douloureuse. Le 3 août, l'Allemagne, qui soutient l'Autriche-Hongrie dans le conflit, déclare la guerre à la France, alliée d'une Russie qui soutient militairement la Serbie. De son côté, la France s'attendait à une guerre face aux Allemands, en ayant décrété la mobilisation générale dès le 1er août, au lendemain de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie. Le but de cette mobilisation était de rassembler tous les hommes aptes au service militaire et ayant entre 20 et 48 ans, en vue de les incorporer dans l'armée française pour faire face à une menace de guerre imminente. Ce sont près de 2 millions de Français qui sont mobilisés et qui s'apprêtent à combattre face à l'ennemi allemand. Ces Français viennent de tout horizon. Ce sont des bouchers, des maréchaux ferrants, ou encore des agriculteurs. Ils sont envoyés dans des casernes afin d'être formés et équipés avant leur déploiement. Ils sont répartis en différentes unités militaires, allant de l'infanterie, l'artillerie ou encore la cavalerie. Le 1er août 1914, la guerre fut déclarée. Le soir même, des affiches annoncèrent la mobilisation générale. C'était un appel à la patrie en danger, et il fallait répondre sans hésitation. Je vis les gens devenir fous, crier, pleurer, s'embrasser, se jeter dans les bras les uns des autres. Tout était confusion, tumulte, cris, larmes. Ce fut un spectacle épouvantable et grandiose. Le soldat français était équipé au début de la guerre d'un uniforme rouge et bleu avec un képi. Cependant, à la fin de l'année 1914, les tenues des soldats seront remplacées par des uniformes bleu horizon avec des casques en acier afin d'être moins visibles par l'ennemi au combat et se protéger des éclats d'obus. En plus de leur tenue, ils étaient pourvus d'une musette en toile cirée pour le transport des provisions et d'un havre-sac pour le matériel de base. Pour ce qui est des armes, les Français s'appuyaient principalement sur des fusils Lebel modèle 1886. Ce fusil à répétition manuelle de calibre 8 mm avait une portée effective d'environ 1000 mètres. De plus, pour anticiper le combat au corps à corps, ces fusils disposaient d'un couteau baïonnette, une arme tranchante et apportant de la polyvalence aux soldats sur le front. En plus d'un fusil, le soldat pouvait également être équipé de grenades et autres bombes. En septembre, a lieu la bataille de la Marne, qui a été l'un des affrontements les plus importants du conflit, après la percée de l'armée allemande dans le nord-est de la France. Le général français, Joseph Joffre, organise une contre-attaque massive impliquant près de 600 000 soldats français et britanniques, soutenus par l'artillerie et l'aviation. La bataille s'est déroulée sur plusieurs fronts le long de la rivière Marne et a duré plusieurs jours. Les combats étaient intenses et meurtriers, avec des pertes importantes des deux côtés. Les forces alliées réussiront à stopper l'offensive allemande et ont commencé à avancer à leur tour. Depuis notre départ de Paris, nous avons marché et combattu sans répit. Les combats ont été durs, mais nous avons réussi à stopper l'avancée des Allemands et à les faire battre en retraite. Nous avons vu de nombreux morts et blessés, mais nous sommes fiers de nous être battus pour notre pays. Les Allemands et les Français vont commencer à se stabiliser après la bataille de la Marne, en creusant des tranchées afin de se protéger des attaques ennemies et pouvant défendre des positions stratégiques. Ces tranchées étaient divisées en plusieurs zones stratégiques. La zone de tirailleurs, proche de la tranchée ennemie, afin de surveiller leurs faits et gestes. La zone de soutien, occupée par des soldats, qui fournissait un soutien logistique aux hommes de la première ligne, et une zone de réserve comportant des soldats qui attendaient d'être envoyés en première ligne pour remplacer les soldats fatigués et blessés. Une zone de repos était située à l'arrière pour permettre aux soldats de se reposer, de s'approvisionner en nourriture et de se faire soigner. Les soldats français vont très vite être surnommés les poilus, en raison de leur pilosité faciale importante, d'un manque d'hygiène et d'accessibilité à l'eau chaude dans les tranchées. De plus,
Conserver une barbe était bénéfique pour lutter contre les basses températures et le mauvais temps. Les tranchées, c'est un autre monde. Un monde de boue, de froid, de bruit et d'odeur. On vit dans un trou creusé dans la terre, avec pour tout abri une toile de tente ou quelques planches clouées ensemble. On dort sur des sacs de paille ou directement sur la terre. Le bruit des obus et des mitrailleuses ne cesse jamais. Et l'odeur de la mort est partout présente. Nous sommes rongés par la vermine, mais nous ne pouvons rien y faire. Nous sommes harassés de fatigue, mais nous ne pouvons pas dormir. Nous sommes souvent plusieurs jours sans manger. Nous avons la barbe et les cheveux longs. Nous ressemblons à des sauvages. Les conflits dans les tranchées sont marqués par une violence extrême, avec des soldats exposés à des bombardements incessants, des attaques au gaz toxique, ainsi que des combats au corps à corps brutaux. Notre artillerie commence à les exterminer dans leurs tranchées. C'était horrible. Les bras, les jambes, tout volait en l'air, et les cris affreux. Les tranchées de chaque pays sont séparées par un no man's land, une zone vague et dangereuse où les soldats étaient exposés aux tirs ennemis. C'est ici qu'une partie des soldats sont morts, en phase d'assaut ou en tant qu'éclaireurs. Le no man's land est jonché de barbelés, utiles pour retenir les ennemis et les chevaux. Ce bourbier se remplissait de cadavres, de cratères d'obus, et était le théâtre des pires cauchemars. Le no man's land, c'est l'endroit où les vivants ne vont pas, où les morts ne peuvent pas partir. C'est l'enfer sur Terre, un lieu où l'humanité n'a pas sa place. On y trouve des cadavres déchiquetés, des membres arrachés, des viscères éparpillés. Les rats y sont plus nombreux que les hommes, et les obus y tombent comme la pluie. C'est un endroit où la peur vous ronge de l'intérieur, où chaque instant peut être le dernier. En 1916, alors que la guerre s'éternise, les forces françaises et allemandes s'engagent dans une des plus longues et violentes batailles à Verdun. Les Allemands voulant se débarrasser de l'armée française en les obligeant à défendre la ville. Au final, ce sera un terrible massacre. Les conditions sur le terrain étaient extrêmement difficiles, avec un terrain boueux et détrempé par la pluie, des tranchées et des trous d'obus remplis de cadavres, de rats et de vermine. Les soldats vivaient dans des conditions inhumaines, souffrant de la faim, de soif, de maladie et de fatigue. Au final, la bataille a duré de février à décembre 1916 et a entraîné la mort de plus de 300 000 soldats français et allemands. La terre entière tremblait sous nos pieds et le ciel semblait tomber sur nous en flammes. Des obus tombaient tout autour, éclatant avec une violence inouïe. Nous étions à Verdun. Nous avons été tellement éprouvés à Verdun qu'il n'y avait plus de soldats, seulement des survivants. Durant les horreurs de la guerre, les poilus trouvent du réconfort grâce à l'art. La pratique artistique leur permet de quitter un tant soit peu la dure réalité des combats. Certains créent des caricatures, d'autres utilisent des objets disponibles sur le champ de bataille, tels que des obus, des douilles de balles ou des pièces de monnaie pour créer leurs œuvres d'art, comme avec ces deux obus réutilisés en tant que peau et qui ont été conservés par les descendants du poilu Marcelin Bouchelot. Sur ces obus figurent des inscriptions qu'il a lui-même gravées, faisant référence au combat qu'il a mené en 1917 en Italie avec le 52e régiment d'artillerie. Je suis un de ces milliers d'anonymes qui forment l'instrument pour forger une page sanglante de notre histoire. Après l'échec de la bataille du Chemin des Dames, les soldats français largement épuisés après 3 années de conflits infernaux commencent à effectuer des mutineries. Les raisons sont variées, telles que la frustration face aux pertes, la remise en question des stratégies militaires. Ces mutineries conduisent de nombreux soldats à refuser d'obéir aux ordres, à déserter ou à demander des améliorations de leurs conditions de vie. Les autorités militaires françaises répriment les mutineries avec une très grande sévérité, en procédant à des exécutions sommaires
On estime que plus de 2000 soldats ont été exécutés ou condamnés à des peines de prison suite à ces mutineries en 1917. Ils nous ont envoyés à la boucherie, et maintenant, ils nous tuent pour avoir refusé d'y retourner. Nous ne sommes pas des lâches, mais nous ne voulons plus mourir pour rien. On ne peut pas en sortir indemne. Certains ont craqué et ont déserté. Qui peut les blâmer ? Face à une situation économique, territoriale et humaine déplorable, l'Allemagne demande l'armistice dès octobre 1918. Mais celui-ci ne sera signé que le 11 novembre, mettant fin à 4 années cauchemardesques où l'horreur de la guerre aura changé l'Europe et le monde à tout jamais. Une fois la guerre terminée, c'est une génération entière sacrifiée sur le champ de bataille qui revient épuisée et marquée à vie. Les poilus sont accueillis avec des célébrations et des honneurs. Certains poilus sont blessés et défigurés. On les nommera les gueules cassées. Les difficultés d'adaptation à la vie civile, la perte de membres de leur famille et de leur communauté ont rendu leur retour à une vie normale très difficile. Les poilus ont écrit une page de l'histoire de France, une page qui ne doit jamais être oubliée, afin que leur courage et leur sacrifice inspirent les générations à venir.